Voici un nouvel épisode de la grande la grande sculpture, Rodin et Michel-Ange au Louvre. Toute l'exposition, c'est la volonté de créer un dialogue entre l'œuvre de Michel-Ange et l'œuvre de Rodin. De géants de la sculpture, de prophètes de l'histoire de l'art, de génies de l'anatomie, de immenses créateurs séparés par 3 siècles de torture. J'ai toujours été assez fascinée par cette œuvre. Un grand bonheur de voir les œuvres qui prenaient place dans l'espace, commencer à jouer les unes avec les autres. Incroyable, vous êtes bien amusés là. Ah oui, on est très contente de l'effet. La grande Florence versus le grand Meudon. Moïse contre Balzac, le burin et la plume. Quand on parle de lui, on parle de sa terribilita, caractère terrible. On apprend à regarder ses statues. Hypertrophie. Il n'y a rien de plus difficile à éclairer qu'un bronze. Ah bon? Ben oui, c'est un véritable travail. On révise son italien. Contrapposto, non finito, terribilita. Per via di levare. C'est un singe. C'est un singe. Ah mais oui, oh là là, je le découvre pour la première fois. J'adore quand il y a des mystères. Bonjour, je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode et les plus belles visites de musées. Laissez un commentaire. Je vais dire un cliché, mais j'ai l'impression qu'il respire, quoi. Oui, le corps rempli de vie, palpitant. Palpitant. Nous sommes au Louvre avec Chloé Hariot, conservatrice du patrimoine au musée Rodin, et Marc Bormand, conservateur général du patrimoine département des sculptures au musée du Louvre. Vous aviez déjà travaillé ensemble? Marc était mon premier professeur en histoire de la sculpture quand je suis rentrée à l'école du Louvre, il y a une 20aine d'années. En tous les cas, visiblement, ça a donné de bons résultats. Voilà. Nickel. Et du coup, on se retrouve pour faire une exposition ensemble. Ah ouais, c'est trop mignon. C'était quand même 4 ans de collaboration. Ça, c'est 4 ans de collaboration, cette Oui, c'est exposition? 4 ans de travail, oui. On a eu la chance aussi d'avoir eu un éclairagiste excellent des équipes de l'atelier d'éclairage du Louvre, Karim Oufella. Il se trouve qu'il est là. Et en effet, Karim Oufella, grand maître des Lumières au musée du Louvre, fait vivre les sculptures. Et il fallait révéler les sculptures comme elles se font révéler par le sculpteur. Donc nous, avec la lumière, on a essayé de leur rendre ce mouvement et cette grâce, un peu de légèreté malgré leur poids et leur matériel. Donc c'était un sacré défi et j'ai adoré travailler sur cette expo avec vous. Il n'y a rien de plus difficile à éclairer qu'un bronze. Ah bon? Ben oui, parce que ça a des reflets qui sont difficiles à bien cadrer. On peut très facilement donner une image complètement fausse d'une œuvre. Donc pour à la fois bien équilibrer et bien lire l'œuvre en 3 dimensions en bronze, c'est un véritable travail. Il y a des reflets de partout, en tout cas, je vois chaque muscle est Ouais. presque redessiné à la lumière, c'est vrai. Oui, exactement. Toute l'exposition, effectivement, vous utilisez le bon terme, c'est la volonté de créer un dialogue entre l'œuvre de Michel-Ange et l'œuvre de Rodin. C'est vraiment de prendre 2 des plus grands sculpteurs du monde occidental, du moins 2 des plus connus, et de les mettre en parallèle, de montrer les résonances des œuvres les uns avec les autres. Auguste Rodin vient au Louvre toute sa vie, admire Michel-Ange. Et quand Rodin crée lui-même son musée, c'est parce qu'il veut qu'il y ait une école de sculpture pour les sculpteurs et qu'il y ait des choses nouvelles à voir. Les esclaves de Michel-Ange, ils sont en marbre, l'esclave mourant, l'esclave rebelle. Pose hallucinante de sensualité, l'aisselle ouverte, le poignet brisé, le genou relevé, en bas le pied en sensualité, en haut le visage comme en extase, le cheveu qui doit sentir le sel. Ce sont 2 des superstars du Louvre, le dos ahurissant de force, la jambe athlétique. Les 2 esclaves, qui sont les grands chefs-d'œuvre de Michel-Ange, qui ont été conçus pour le tombeau du pape Jules II à Rome au début du XVIe siècle et qui arrivent en France très vite comme des cadeaux au roi François Ier. Un beau cadeau. Oui, mais François Ier aimait beaucoup l'art et aimait bien recevoir de beaux cadeaux. Donc, et c'est ce qui explique que les 2 œuvres sont en France depuis le milieu du XVIe siècle et ensuite elles vont arriver au Muséum central des arts en 1793 comme saisies de bien d'émigrés, comme beaucoup d'œuvres à ce moment-là. L'esclave rebelle, c'est la force, la puissance, c'est cet être qui est dans la matière et qui est pris dans l'environnement terrestre, sachant qu'au-dessus, il devait y avoir le tombeau du pape, c'était
le caractère plus céleste. Et eux sont liés au sol. Et voilà ce qui explique un petit peu la contrainte et cet intérêt pour le corps issu de la matière. Le voilà près du Adam de Rodin. Avec cette structure très forte, cette musculature extrêmement puissante et cette forme, que Rodin va appeler la forme de la console. Vous voyez, cette manière de donner un angle droit entre le cou et le bras, qui pour Rodin est l'image même de l'œuvre de Michel-Ange, mais qui est une construction extrêmement artificielle, hein. Ce sont des corps, bien sûr, refaits. On est d'accord, il y a une petite dysmorphie musculaire. Il est sûr qu'il ne faut pas essayer de prendre cette position, hein, parce qu'autrement, on risque de ne plus pouvoir se bouger. L'hypertrophie musculaire semble inventée chez Michel-Ange. Les pieds et les mains du David géant, les clavicules comme des armoires cabossées, comme des commodes. Il semble porter un Marcel, mais non. J'ai jamais trop compris cet élément de matière, de tissu. Ces bandes, oui, ce sont des bandes de tissu qui viennent les emprisonner. Ce sont comme des cordages. Ils sont prisonniers. Là, on a tout le côté apollinien de la forme, la beauté, le côté un peu alangui de la figure. Il est en train, effectivement, de rêver. Alors qu'au contraire, l'esclave rebelle, lui, il est tout en puissance. Il est en train de se détacher. Il essaye de détacher ses liens, mais il n'y arrive pas. C'est tout le problème, effectivement, de la figure qui est prise dans la matière, qui est prise dans l'environnement terrestre et qui n'arrive pas, effectivement, à passer à l'étage céleste. Les esclaves de Michel-Ange ont été restaurés en 2024 et on peut voir de nouveaux détails. C'est encore plus Michel-Ange qu'avant. Il y avait encore des saletés, il y avait une accumulation de cire qui s'était accumulée avec le temps. Et donc, on a retrouvé une extraordinaire lisibilité de la matière. Ici, on a pensé qu'il pouvait s'agir de la peinture à cause du singe qui est ébauché. D'accord, c'est un singe. C'est un singe. Ah mais oui, oh là là, je le découvre pour la première fois. Il n'est qu'ébauché, hein. Je l'ai jamais vu. En tout cas, on a cette formidable figure qui illustre très bien l'une des formes les plus importantes créées par Michel-Ange, qui est ce qu'on appelle la figure serpentine. Donner effectivement cette forme fluide à la figure qui ensuite va être repris par les sculpteurs au XVIe, au XVIIe, au XIXe. Ça va devenir une forme canonique un petit peu, alors qu'au contraire, l'esclave rebelle, lui, a une forme un petit peu en spirale. Il a un mouvement tournant, qui est aussi une des autres formes dynamiques extrêmement importantes pour Michel-Ange. Ça, c'est des choses que lui invente ? Oui, tout à fait. Ils sont aux côtés de la statue Jean d'Air, nue de Rodin, grand modèle, 1886-1889, plâtre, hauteur 2,060 m. Dans ce monument en particulier, les mains et les pieds sont particulièrement exagérés et extrêmement expressifs. Peut-être presque plus que les visages. Je vais dire un cliché, mais j'ai l'impression qu'il respire, quoi. Oui, ce sont des corps vivants. Effectivement, l'artiste donne vie au corps et c'est pour ça d'ailleurs que l'exposition s'intitule Michel-Ange Rodin, corps vivant. On a décidé de commencer l'exposition en présentant les artistes. Séquence Famille Adams, il y a la main. La main qui serait un moulage de celle de Michel-Ange, mais en fait, c'est pas vraiment la sienne. Et la main de Rodin. Au musée Rodin, on a une vraie relique en quelque sorte, puisque le premier directeur du musée Rodin avait fait réaliser 3 semaines avant le décès de l'artiste un moulage de la main de Rodin qui a ensuite été assemblé à ce petit torse et qui a été ensuite conservé pour le musée. La figure de saint de l'art, c'est ça ? Oui, là c'est clairement, il y a une forme de déification. En même temps, Michel-Ange de son vivant est appelé Il Divino par ses contemporains. Il y a aussi beaucoup de jeux de mots sur son nom, Michel-Ange. Donc sur le fait qu'il ait ce nom d'ange dans son prénom, ça joue beaucoup sur tous les jeux de mots très laudatifs qui peuvent être faits à l'époque. Michel-Ange s'inscrit dans la lignée des grands artistes toscans. Il étudie les fresques de Giotto, Adam et Ève, d'après Masaccio. On voit déjà tout l'intérêt du corps habillé, du corps nu, qui vont être ses sujets de prédilection. Les dessins de Michel-Ange sont très rares. On estime que Michel-Ange, dans sa carrière, a dessiné entre 20 et 25 000 dessins. Aujourd'hui, on doit en conserver de 500 à 600. Il y en a énormément qui ont été détruits, ou de son vivant déjà. Lui, on dit qu'il a détruit beaucoup de dessins, ou avec le temps. Voilà. Pour dire que ce qu'on conserve aujourd'hui de la production dessinée de Michel-Ange n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il a réellement produit. Rodin, lui, on montre comment
L'un de ces modèles importants, c'est Michel-Ange. Et on voit là des croquis qu'il exécute probablement au Louvre, d'après des esclaves. Michel-Ange la Terrabilita, le sculpteur au nez cassé, violent dans ses rapports humains. Michel-Ange, c'est l'homme au nez cassé. Il a le nez cassé. Oui, il a le nez cassé parce qu'il a eu un différend avec l'un de ses collègues quand il était jeune. Il a critiqué une sculpture d'un sculpteur qui s'appelle Pietro Torrigiani. Et Pietro était nerveux? Et Pietro n'était pas content du tout et donc il lui a abîmé le nez. Mais non. Mais si. Mais genre, ils ont quel âge à cette... Bon, là, il doit avoir 20-25 ans. Ouais, d'accord. Même pas. Quand on parle de lui, on parle de sa terribilita, caractère terrible. Ça, c'est vraiment le terme qui revient dans toute l'historiographie, mais déjà de son vivant. Terribilita, ça veut dire? La terribilita, c'est la puissance grondante qui est à la fois une caractéristique du caractère de Michel-Ange et une caractéristique de ses œuvres. Une espèce de fureur majestueuse qui impressionne et inquiète en même temps. Et qui est notamment, pour les gens de l'époque, incarnée par le Moïse, dont on a ici un moulage qui vient de la collection de l'École des Beaux-Arts et qu'on présente à côté d'un des exemplaires en plâtre du monument à Balzac, réalisé par Rodin dans les années 1890. Et là, ce qui nous intéresse, c'est comment on est face à deux figures qui sont des figures créatrices et de la pensée. Et par ailleurs, les deux œuvres ont pu être perçues comme des autoportraits métaphoriques de leurs auteurs. Michel-Ange qui se représente en prophète de l'art et Rodin qui, ici, cherche à faire une figure symbolique de tout créateur et donc de lui aussi. La statue de Balzac est traitée de sac de charbon par les critiques de l'époque. Pas assez ressemblant, pas assez classique, pas assez d'anatomie. Trop sac. Rodin et Michel-Ange représentent des corps âgés dans leurs croquis. Les deux sont obsédés par l'anatomie. L'un comme l'autre, ce sont des gens qui connaissent très bien l'anatomie. Michel-Ange, on dit qu'il a assisté dès sa jeunesse à des dissections à Florence et que peut-être lui-même y a participé. Donc il a une connaissance intime du corps humain et c'est ce qu'on voit là dans ces 6 études d'éléments du corps, des bras, des jambes, extrêmement précis, en particulier dans ce superbe dessin des collections royales britanniques où on voit toute cette accumulation de parties de corps quasiment désécorchées, qui crée une sorte d'élément un peu fantastique, les bras, les jambes, le cou, là, très étonnant, avec l'ensemble des tendons visibles. Mais chez Rodin, c'est la même chose, simplement, cette connaissance, il la met en œuvre, on le voit ici, non pas dans le dessin, il le fait aussi dans le dessin, mais dans ces petites études en terre cuite, où on voit comment il va retravailler tous les éléments du muscle, des pectoraux, pour recréer effectivement une vision naturelle du corps. Rodin va jusqu'à sculpter tous les organes du corps. Soit il va modeler les parties de corps de manière indépendante, soit il va les prélever sur des corps qu'il a déjà créés et il ne va reprendre qu'une tête, qu'un bras, qu'une jambe, etc. C'est un travail d'assemblage. Il recrée à partir effectivement une sorte de bibliothèque. C'est un répertoire de formes qu'il peut réutiliser à l'envie. Dans cette salle, on est sur un des thèmes bien connus à ce sujet chez Michel-Ange, qui est la manière d'utiliser des modèles masculins pour figurer des corps féminins. Et c'est notamment le cas avec la Léda et le cygne. Donc ce que nous avons ici, c'est un grand dessin réalisé d'après un tableau original de Michel-Ange qui, lui, a été détruit en France au début du XVIIe siècle parce qu'il était jugé trop érotique, trop licencieux. On a détruit des œuvres en France au début du XVIIe siècle? Oui. Ah ouais? Qui a pris l'initiative de ça? La reine. La reine. La reine de France. Ça devait être la femme de Louis XIII. Ah ouais, Anne d'Autriche détruit des œuvres. L'œuvre est jugée licencieuse, vraiment plus que licencieuse. Enfin, c'est vrai que c'est un accouplement. Et à partir de là, effectivement, l'œuvre est détruite. Et donc Michel-Ange, lui, pour représenter cette Léda dans toute sa beauté, selon son idéal à lui de beauté féminine, n'hésite pas à aller chercher modèle dans des corps masculins. Et ce qui est assez frappant, c'est que à l'époque, c'est tout à fait su, ce n'est pas caché, et il est même loué pour avoir choisi ce modèle masculin qui a été très apprécié à l'époque. Et il y a beaucoup de copies et on a la chance donc d'avoir ce très grand dessin qui nous est prêté par la Royal Academy de Londres. Moment fort, ce torse du belvédère. Ici, on présente un grand moulage d'après le torse du belvédère, donc une œuvre connue à Rome dès la fin du XVe siècle et qui
qui est considérée comme une des œuvres antiques les plus importantes pour les artistes de la Renaissance. La légende dit que Rodin a refusé de restaurer l'œuvre. Parce que restaurer à l'époque, ça voulait dire la compléter. Ça aurait été lui rajouter les jambes, lui remettre une tête. Et ça, Michel-Ange ne veut pas le faire parce qu'il estime que cette œuvre fragmentaire a valeur en elle-même. Elle est belle en soi. C'est ce qu'on voit là dans ce triptyque où on a ce dessin de Michel-Ange et dans ce dessin qui est une figure complète, on a tout cet intérêt pour le torse et la jambe, on voit, il met l'accent sur des parties. De la même manière, donc, Rodin, dans ce torse de l'étude pour le Saint Jean-Baptiste, va recréer une sorte de sculpture à l'antique, parce que c'est un bronze, mais avec une patine qui donne l'illusion d'une sculpture antique, et comment on a exactement le même équivalent avec plastique, avec cet intérêt sur la musculature du torse et une des deux jambes. Rodin, lui, fait du modelage et quand il est satisfait du résultat, il le confie à des sculpteurs qui sont spécialistes de la taille. La méditation de Rodin, qui est une œuvre qui nous vient de Dallas. Elle a pris l'avion ou le bateau? Elle a pris l'avion. Avion cargo. Avion cargo? Ben oui. Et donc, une tonne de marbre, voilà, qui est arrivée au Louvre et qui est probablement l'une des œuvres les plus michel-angelesques de Rodin. Et on voit bien comment, là aussi, le corps s'extrait de la matière, ce qu'on voulait mettre en parallèle avec la manière dont la jambe de l'esclave mourant sort également de cette matière inachevée. Et on voit bien là tout le tribut que peut rendre dans cette œuvre-là Rodin à Michel-Ange, même si, par exemple, cette tête en marbre est quelque chose d'incroyable. Le fait, cet énorme bloc non travaillé qui fait basculer pratiquement la statue vers nous. Ce sont des cheveux ou c'est vraiment inachevé? Ça représente une chevelure, mais elle est traitée de cette manière inachevée. C'est assez courant dans les marbres de Rodin, surtout à cette période-là, d'avoir la partie des cheveux qui est traitée en non finito. Le non finito, qu'esacco le non finito? C'est Michel-Ange qui sculpte dans le bloc de marbre. On voit encore les coups de burin, le non fini, le non finito, comme les traits de plume dans les croquis de Rodin. C'est incroyable, vous êtes bien amusés là. Ah oui, on est très contents de l'effet. Ah oui, c'est incroyable. Surtout que c'est la première qu'on a installée. Voilà. Donc c'était un peu à l'aveugle. Et on est content du résultat. Quand on installe ce type d'œuvre, il faut qu'on prenne une décision assez rapidement. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à demander aux équipes de tourner 3 fois avant de la placer. La main de Dieu, appelée aussi la création. Pour la main de Dieu, si je ne me trompe pas, on doit avoir 3 ou 4 marbres qui ont été réalisés dans l'atelier de Rodin. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que Rodin représente une scène de modelage, donc évidemment, c'est une œuvre qui est à la gloire de la sculpture par modelage. En même temps, une fois qu'elle est transposée au marbre, le bloc de glaise a furieusement l'air d'être un bloc de marbre et pas du tout un bloc de matériaux modelables. Donc c'est aussi un hommage à Michel-Ange, dont on rappelle qu'il était appelé Il Divino de son vivant. Donc évidemment, la main divine, c'est aussi la main de Michel-Ange. Et tout ça fait donc un hommage cumulé à l'art de la sculpture selon Rodin et selon Michel-Ange. Le marbre non finito et le marbre poli n'absorbent absolument pas la lumière de la même façon, créant 2 oppositions. L'œil s'arrête, se fait séduire différemment, un suspense, une matière qui mute sous nos yeux et ce n'est pas fini. C'est du marbre, mais ce n'est pas fini. C'est encore possible de continuer de sculpter. Et nous, que ferions-nous avec ce qui reste de ce bloc? Et pour qui se prend le sculpteur qui a mis en place ces corps là-dedans? Le créateur signe aussi sa supériorité. Regardez comment de ça, j'ai fait ça. Ce marbre colossal mais bête se met à se contorsionner grâce à moi. C'est comme un Big Bang dans un pavé. La Galatée, qui est une œuvre que Rodin réalise à la fin des années 1880 et qui est un des tout premiers marbres où le non finito apparaît. Et ce qu'on voit, c'est l'histoire de Galatée. Donc, dans la mythologie grecque, Pygmalion est sculpteur. Il sculpte une femme en marbre qui est tellement belle qu'il en tombe amoureux et il obtient d'Aphrodite qu'elle devienne vivante. Et donc voilà, il va pouvoir avoir une belle vie tous les deux. Et donc cette sculpture, c'est Galatée. Donc là, on voit la figure qui émerge du bloc. Et en même temps, si vous voyez, elle a ce geste du bras tout à fait replié sur elle, qui est vraiment un geste qu'on retrouve dans beaucoup de sculptures de Michel-Ange. On l'avait sur les allégories de la Chapelle des Princes, on l'a sur le David. Le corps est l'anatomie, mais le corps tourmenté, passionné, qui pense. Et voici donc le penseur de Rodin. C'est Dante qui est en train de regarder
l'ensemble de la comédie de l'enfer, quelque part. Le corps qui rêve, qui meurt, qui songe, qui se laisse aller, allongé, alangui. Ici, un Adonis mourant attribué à Michel-Ange et Rodin en a une photo chez lui, mais depuis, il a perdu son attribution. Il n'est en fait pas de Michel-Ange. Cet Adonis mourant, alors certes, il y a un travail, il y a une légère crispation sur le visage, on a la blessure, mais en même temps, ce qui est mis en valeur, c'est la beauté du corps de ce très bel homme et toute la sensualité de ce corps. Et c'est vraiment ça qui saute aux yeux, beaucoup plus que la douleur supposée qu'il est en train de subir. Chez les deux, un vocabulaire du tourment chez Rodin, une sculpture expressionniste de la solitude, de la conscience, du drame intime et historique. À côté, nous avons cette très grande sculpture de Rodin, alors notre plus gros bébé de l'exposition, une tonne 7, qui vient de nos collections au musée Rodin et qui représente au départ une femme pleurant pour un tombeau. C'est une commande qui avait été passée à Rodin et qui finalement n'a jamais été livrée et qui est devenue, exposée par l'artiste, une Ariane endormie. Donc là aussi, on s'éloigne complètement de l'idée de tristesse et de malheur lié à la mort pour livrer une figure du sommeil et de la rêverie et dont on met en valeur toute la sensualité. J'ai toujours été assez fascinée par cette œuvre et par ses formes qui sont tellement synthétiques et tellement simples. Et je ne sais pas si vous avez vu le visage, un profil ici. Toujours des corps en équilibre et en déséquilibre dans des torsions telles qu'ils semblent sur le point de tomber. On voit comment Michel-Ange comme Rodin cherchent toujours à placer leur figure dans un équilibre mouvementé, un peu instable parfois. C'est ce qu'on voit sur ce superbe dessin du Louvre, où on a cette figure dansante quasiment qui s'élève vers le ciel, vers le haut, cette sorte de grand pas comme ça, et on sent qu'il va retomber. Et on a juste voulu la mettre en parallèle. Là, pour le coup, on avait cette belle confrontation avec ce dessin de Rodin, où on a également cette figure dansante. Rodin a fait beaucoup de figures de danseuses, et donc avec ces mouvements, là aussi, extrêmement complexes, jouant sur l'équilibre. On a ici 3 bronzes qui illustrent un sujet qui est très courant dans la sculpture maniériste et qui vient notamment du travail de Michel-Ange, qui sont les groupes de lutte, de combat. Donc ici au centre, vous avez une composition de Michel-Ange, ici réalisée par un autre artiste anonyme dans ce bronze. Chez Michel-Ange, la sculpture, elle est toujours conçue dans les limites du bloc qu'il a à disposition, ce qui explique que ces figures sont toujours très resserrées sur elles-mêmes. Et autour, une composition de Jean de Bologne, Jean de Bologna et ici de l'Antico, où on voit, là pour le coup c'est beaucoup plus ouvert, c'est donc 2 groupes représentant Hercule et Anté, et donc un sujet qui est très très présent dans la sculpture maniériste et qui est donc l'occasion aussi d'un travail sur sur la musculature et sur l'exagération de la musculature dans la représentation des corps. Et on voulait mettre en parallèle de ces 3 œuvres ce groupe de Rodin, qui est un groupe assez emblématique du travail de l'artiste, Je suis belle, qui est un assemblage entre des figures préexistantes et qui là est un groupe plus évidemment de lutte érotique et amoureuse, mais qui se signale aussi par ce travail sur la musculature, et notamment quand on voit le dos de la figure masculine, il y a tout ce travail sur le dos qui se creuse et qui est très puissant. Là, 2, 3 magnifiques exemples de dessins de Michel-Ange où on voit effectivement cette manière de rendre la dynamique incroyable des corps, ce mouvement dansant, ce mouvement tournant, tournoyant, pour donner la force de l'illusion du corps en mouvement. C'est ce qu'on a ici dans cette œuvre, quasi en contrapposto, mais qui s'étire indéfiniment, et avec, là aussi, quasiment du non finito. Quand on voit la manière dont les jambes ont tendance à s'effacer, à disparaître, la manière de mettre toujours l'accent sur le torse. L'exposition n'épargne pas les coups de poing jusqu'à la fin, avec des travaux extraits du grand œuvre La Porte de l'Enfer de Rodin et les jeux de mouvement d'une grande violence. Fugitamor, c'est également un groupe qui est issu de La Porte de l'Enfer. La Porte de l'Enfer a été pour Rodin véritablement une terre d'expérimentation. Il a constitué tous ces groupes superposés qu'il va ensuite retravailler, soit en marbre, soit justement en plâtre, de dimensions très variées. Et là, du coup, ça devient un groupe en soi.
Alors qu'il faut imaginer qu'au départ, le groupe prend place dans ce grand flux continu qui est constitué par la porte. Dernier chef-d'œuvre que l'on ne voit que rarissimement, 1505, Michel-Ange, étude pour son tableau de la bataille de Cascina, pour être exposé dans la seigneurie de Florence. Des soldats nus dans des positions variées. En réalité, c'est le moment où l'armée florentine sont allés se baigner, et puis ils doivent sortir rapidement de l'eau parce qu'on aperçoit au loin les troupes pisanes, ils vont être surpris. Donc ils sortent de l'eau, ils se rhabillent. Là juste, il y en a un qui monte sur les autres pour arriver à voir qu'est-ce qui va se passer au loin. Et donc on a ce mouvement incroyable des figures qui sont comme des acrobates. Finalement, c'est comme un groupe d'acrobatie où on voit l'ensemble des jeux, des mouvements, des membres, des corps les uns sur les autres. Le tableau n'existe pas, n'existe plus, il reste ce dessin comme une promesse non tenue par le temps. Les dessins sont des objets fragiles, à la fois fragiles à la lumière, ce qui fait que ce que vous voyez là, il n'y a pas plus de 50 lux, et normalement, ils ne peuvent être présentés à la lumière que 3 mois, tous les 3 ou 4 ans, pour justement les préserver. Autrement, ils vieillissent prématurément, et notre but, notre rôle, c'est de les conserver pour les générations futures. Quelle œuvre de Rodin vous aimeriez emprunter indéfiniment pour le Louvre? Bonne question. Je crois que le fait de l'avoir longtemps ici, la main de Dieu, je pense que c'est une œuvre emblématique véritablement pour la sculpture. Donc, elle aurait peut-être sa place au Louvre finalement. Voilà, c'était la visite de l'exposition Michel-Ange Rodin, corps vivant, au Louvre jusqu'au 20 juillet 2026. Le catalogue est disponible. Les esclaves de Michel-Ange sont toute l'année au Louvre et le musée Rodin est lui aussi ouvert rue de Varennes. Laissez un commentaire et abonnez-vous et envoyez cette vidéo à vos amis geeks de sculpture et d'histoire de l'art. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.